Donc, bonsoir à toutes et à tous. On va commencer le webinaire et en direct de la Cité Audacieuse. Je vais passer tout de suite la parole à Claire Quidet, présidente du Mouvement du Nid. Bonsoir à toutes et à tous, et à vous qui êtes ici en présentiel, mais aussi à toutes les personnes qui nous regardent à distance. Bienvenue à donc ce 7e lundi de Prostitution et Société, ce rendez-vous maintenant régulier que nous vous proposons pour aborder un certain nombre de thématiques qui nous concernent toutes et tous. Et nous sommes vraiment très heureux au Mouvement du Nid d'accueillir ce soir la SIAMS, donc avec Anna Louana et Marie-Joseph, pour parler maternité de substitution. Je pense que ce sera une surprise pour personne de comprendre que pour le Mouvement du Nid, un système dans lequel on paie pour utiliser le corps d'une femme, pour s'approprier sa capacité reproductrice, dans lequel il y a des intermédiaires qui s'enrichissent grâce à ce marché lucratif, ben forcément ça nous parle, forcément on y voit des liens absolument évidents avec nos questions liées au système prostitutionnel, et c'est la raison pour laquelle le Mouvement du Nid est d'ailleurs membre de la SIAMS, de la Coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution. Et donc nous sommes très heureuses de vous avoir ce soir pour aborder cette thématique, et je vais immédiatement redonner la parole à Sandrine qui va animer ce débat. Merci beaucoup, Claire. Alors, avant de commencer, deux petits mots sur comment ça va se passer. Vous pourrez évidemment poser des questions. Anna Louana et Marie-Joseph ont très envie de discuter avec vous, et que vous soyez ici à la Cité Audacieuse ou en Zoom aussi, via l'habituel espace questions-réponses sur le Zoom. Stéphanie, qui est avec nous, que vous ne voyez pas, mais qui est en train de surveillera toutes les questions. Et vous pourrez donc aussi y répondre, et on essayera de donner la place aux questions venant des deux espaces. Alors, effectivement, c'est le 7e lundi de Prostitution et Société. Nous avons déjà abordé beaucoup de sujets. Les derniers, c'était abolir la virilité ou Last Girl First, la prostitution à l'intersection des oppressions sexistes, racistes et de classe. Lundi de Prostitution et Société, c'est le webinaire de la revue trimestrielle du Mouvement du Nid, qui depuis 70 ans parle de toutes les questions qui touchent à la prostitution dans la société et aux droits des femmes en particulier. Donc aujourd'hui, on élargit un petit peu le champ de la réflexion à ce qu'on appelle communément la GPA. On parlera beaucoup des termes certainement ce soir, ou maternité de substitution. Les deux termes, en fait, ne conviennent pas. On va en parler. Et on pourra discuter ensemble de quelle est la meilleure manière de l'appeler. Comme l'a dit Claire, les mécanismes qui conduisent à la GPA, comme ceux qui conduisent à la prostitution, sont les mêmes. Le patriarcat, c'est donc une inégalité structurelle sexuée entre les sexes, les femmes étant subordonnées aux hommes, ce qui passe par le contrôle de leur corps sexuel ou reproducteur. C'est-à-dire, en fait, leur corps, c'est elles tout entières. Les cibles, ce sont des femmes et des filles vulnérabilisées par leur appartenance à une ethnie, une caste, une classe sociale marginalisée. Et les bénéficiaires, ce sont des hommes et des entreprises, un marché qui prospère. Le livre que nous allons vous présenter ce soir avec Marie-Joseph de Villers et Anna Louana Stoicea-Derham, qui sont coprésidentes de la SIAMS, donc la coalition pour l'abolition de la maternité, de coalition internationale pour l'abolition de la maternité de substitution. Le mot est vraiment important, puisqu'il y a aussi une troisième coprésidente qui est espagnole. Ce livre, c'est Ventre à louer, une critique féministe de la GPA. C'est un livre vraiment passionnant, foisonnant. On n'aura pas assez d'un lundi de Prostitution et Société pour faire le tour de tout ce qu'on peut y trouver. Déjà, quand on avait travaillé ensemble pour le Prostitution et Société, dont le dossier était consacré à la GPA, on apprenait énormément de choses. Mais moi, à chaque fois que je vous entends parler ou que je lis des ouvrages, je découvre des choses nouvelles.
La Coalition pour l'abolition de la maternité de substitution, elle existe depuis 2018. Le mouvement d'Uni en a été membre depuis l'origine. On a toujours défendu l'interdiction de la GPA en France, notamment devant le Conseil consultatif national d'éthique. Donc ce soir, on va réfléchir à tous les enjeux de ce qu'on pourrait appeler peut-être la prostitution reproductive avec vous. Vous avez coordonné cet ouvrage qui est sorti en France aux éditions de l'Échappée et que vous pourrez ensuite, à la sortie, demander à Catherine qui est ici présente. Voilà, donc ce livre dit des choses qu'on sait, mais aussi beaucoup de choses qu'on apprend, parce que c'est une des choses qui sont communes dans la GPA et la prostitution, c'est que la réalité n'est pas ce qu'on entend le plus, notamment dans les médias, on y reviendra. Donc je vous l'ai déjà dit, c'est un livre passionnant qui, une fois qu'on l'a lu, j'aimerais bien savoir s'il y a encore quelqu'un qui pourrait défendre l'idée que la GPA soit autre chose que de l'esclavage, du commerce pour le profit des plus puissants, une atteinte fondamentale aux droits humains et peut-être même à l'avenir de l'humanité. Donc, Marie-Joseph va commencer en nous présentant non, c'est Anna Loella qui va commencer, pardon, en nous présentant pourquoi cet ouvrage, comment il a été fait et un petit peu tout ce que, pourquoi et comment il a été construit en fait, et où on peut le trouver. Merci beaucoup, bonsoir à tous et à toutes. Merci beaucoup le mouvement d'Uni et la Cité Audacieuse qui organise ce soir cet événement et qui nous donne donc l'occasion de vous présenter cet ouvrage et les arguments féministes avec lesquels nous entendons combattre la maternité de substitution. Pourquoi ce livre? Nous avons souhaité construire ensemble un outil de lutte qui puisse être partagé par les féministes en France et ailleurs dans le monde. La parole féministe, les arguments féministes de critique de ces pratiques sont systématiquement invisibilisés, silenciés, et quand on peut s'exprimer, on est dénigré. Donc, on voulait surtout montrer que les féministes ont une voix. On savait que la pratique de GPA a été critiquée par les féministes depuis ses débuts, que les féministes, notamment les féministes occidentales, se sont exprimées, ont écrit, ont organisé des manifestations depuis le début de la pratique en Occident. Néanmoins, le passage de témoins entre les générations manque. Et surtout, et c'est un aspect auquel j'ai été très sensible parce qu'à titre personnel, ça me concernait. Je suis une femme immigrée en France et je sais à quel point la maîtrise d'une des langues internationales de circulation est importante pour avoir accès aux informations, aux connaissances, au partage et aux échanges sur le plan international. Or, nous nous trouvons avec la maternité de substitution en présence d'un marché mondialisé. Pour combattre un marché mondialisé, on a besoin d'outils qui soient des outils mondialisables, qui soient des outils qui puissent être transmis à travers le monde et à travers les différents espaces géographiques. Donc, nous avons souhaité faire en sorte que des féministes de différents espaces politiques et géographiques puissent partager leurs réflexions et aussi des féministes de différentes générations. Nous avons donc en 2019 lancé un appel à contribution et nous avons également sollicité des féministes qui s'étaient exprimées précédemment et notamment on a eu la chance de voir que Jenna Correa et Phyllis Chesler nous ont fait l'amitié de nous confier des textes qu'elles avaient publiés. Jenna Correa, pour celles et ceux qui ne le savent pas, est quelqu'un qui a publié aux États-Unis en 1985 l'ouvrage The Mother Machine, qui est l'un des premiers ouvrages de critique de l'utilisation des techniques de reproduction artificielle. Donc, le texte qu'elle nous a confié est un texte, a été son témoignage de 1988 qu'elle a prononcé devant l'Assemblée judiciaire de Californie. Donc, il y a deux textes qui sont des textes qui ont été déjà publiés et les autres sont des contributions, la plupart sont des contributions originales.
Notre intention initiale était de publier le même ouvrage en 3 langues, en anglais, en français, en espagnol. On n'était pas du tout ambitieuse. Les féministes de FinRage australiennes qui sont également membres de la coalition ont publié en anglais la première version du livre, Towards the Abolition of Surrogate Motherhood, qui est apparu en novembre de l'année dernière. C'est donc une version réduite de l'ouvrage pour des raisons de traduction, tout simplement, de moyens de traduction. Pour celles et ceux qui ne savaient pas, les féministes n'ont pas les moyens que les autres en face, parce que nous ne représentons pas un marché, nous n'avons rien à vendre, nous avons des choses à défendre. Donc, l'ouvrage en anglais il comporte 15 articles signés par 16 autrices et auteurs de 9 pays, et l'ouvrage que nous considérons comme étant l'ouvrage de référence est l'ouvrage en français que les éditions L'Échappée, qui sont une édition indépendantes de critique sociale, ont publié en avril. Donc, dans cet ouvrage, il y a 26 articles signés par 27 autrices et auteurs de 11 pays. Alors, certes, ce n'est pas des féministes vraiment du monde entier, mais c'est des féministes quand même de plusieurs pays et de plusieurs continents. Et Marie-Josée vous présentera le contenu. Merci. Voilà, je vais vous offrir une visibilité très rapide de cet ouvrage que j'espère vous lirez ou que vous avez peut-être déjà lu d'ailleurs pour certaines, je ne sais pas qui l'ont déjà lu. Donc, Anna disait que on avait 11 pays, enfin 11 des contributrices de 11 pays qui avaient bien voulu nous confier leur texte. C'était une très très grande surprise parce que c'était d'une spontanéité incroyable. Vraiment, on ne les remerciera jamais assez de ce don, de ce cadeau qu'elles nous ont fait, et en même temps, arriver dans un seul document à rassembler autant de points de vue, parce que au départ, quand on a lancé l'appel à contribution, on pensait un petit peu que les textes seraient redondants, qu'on allait avoir à choisir, parce que tout le monde serait un petit peu sur le même registre, la marchandisation du corps des femmes, tout ça, mais pas du tout. Mais pas du tout. Elles sont capables d'évoquer la GPA sous des angles tellement différents. Alors, je vais d'abord vous présenter un peu l'organisation de cet ouvrage qui est découpé en fait en 8 chapitres. Alors, dans un premier temps, évidemment, on a placé en tête cet appel incroyable de Gina Correa qui dit j'en pleurerai quand j'entends tellement c'est émouvant. Elle dit son texte s'appelle « Comment l'idéologie néolibérale vide le mot liberté de son sens ». Déjà, tout est dit en quelque sorte. Hein. Elle dit « Les défenseurs de l'industrie de la procréation humaine nous servent beaucoup de beaux discours sur les droits et la liberté. On nous dit que légaliser la vente des femmes protège la liberté pour laquelle nos ancêtres sont morts. Ce serait le droit d'une femme de vendre son corps. Ce serait le droit d'un homme d'exercer sa liberté procréative, récemment inventée et protégée par la Constitution, sa liberté d'engager une femme pour qu'elle lui donne un enfant. » Donc c'est un peu sous ce cri que se place cet ouvrage. Et puis ensuite, on arrive sur un chapitre qui tente de balayer un peu la situation mondiale de la GPA. D'abord sous l'angle de la géographie, pour passer d'un continent à l'autre, parce que, comme le disait tout à fait Anna, la question de la GPA, c'est une question mondialisée. C'est un marché mondial que les États cherchent à se protéger en interdisant la GPA, et bien qu'à ça ne tienne, puisque le marché mondial est ouvert aux citoyens de cet État et qui donne à tout à chacun les moyens de contourner les législations progressives des États. Alors, une approche globale, on cherche une vision d'ensemble, on interroge aussi la question du droit, les vraies questions fondamentales du droit, et on montre qu'au travers de la GPA, on a affaire à un conflit de droit. Le conflit de droit entre, en fait, les droits des personnes, des couples, des homosexuels, des hétérosexuels qui revendiquent le droit d'avoir un enfant, le droit des femmes et le droit des enfants.
et que dans un conflit de droit, ça n'est jamais en fonction du plus puissant qu'on doit régler un conflit, mais toujours dans le souci de protéger les plus faibles, les plus marginalisés, donc les femmes en l'occurrence et les enfants. Cette autrice, qui est une Suédoise, qualifie elle-même la GPA dans son analyse juridique de grossesse forcée. C'est très très fort. Et ce qu'elle dit aussi, c'est que les États qui réglementent la GPA, que les États qui organisent la GPA, se font les complices de ces grossesses forcées. Et ensuite, bon, après cette vision générale, on va passer à des situations particulières. On n'a pas eu la volonté d'explorer les situations de chaque pays. On aurait pu, c'est tellement riche. J'en dirai peut-être un mot tout à l'heure là-dessus, d'ailleurs. On explore la situation au Québec, la situation aux États-Unis, la situation en Inde. Et au Québec, par exemple, le Québec, en tant qu'État, est l'un des derniers à se battre dans un univers où la GPA est devenue monnaie courante, dans une situation extrêmement intéressante où la GPA réglementée, un système de GPA réglementé pseudo-altruiste, qualifié d'altruiste, a été complètement détourné par le marché, qui a trouvé un biais pour, en fait, contourner le fait que la somme perçue par les mères porteuses était limitée pour en faire quelque chose soi-disant d'altruiste. Quelle hypocrisie! Eh bien, le biais trouvé est d'ouvrir des comptes offshore ouverts par les clients à destination des mères porteuses, si bien que les rémunérations des mères porteuses sont devenues totalement libres, c'est-à-dire que d'un système altruiste, on est passé à un système totalement commercial. Et le Québec, avec notre organisation membre PDF Québec, est encore le seul territoire qui résiste, que nous appuyons évidemment. Alors, sur le Canada, Marie-Joseph, je vais m'insérer un petit peu comme ça de temps en temps pour qu'on donne des exemples par rapport à moi, ce qui m'a marqué dans le livre. Au début, je me suis dit, bon, ben voilà, le Canada, GPA, dit altruiste, tout ça, je connais, mais en fait, c'est passionnant. Ce qu'on voit, c'est le glissement progressif entre GPA dite altruiste. Hein, on pourrait répondre sur pourquoi est-ce que c'est seulement dit altruiste. Mais bon, je pense qu'ici, il n'y aura pas tellement de problèmes. C'est un peu comme le porno éthique, la GPA éthique. C'est que c'est toujours la voie ouverte à la commercialisation, en fait. C'est toujours le cheval de Troie pour un glissement vers la GPA commerciale. Et tout à fait, on a vu le cas du Canada est extrêmement bien détaillé dans ce livre, mais on connaît aussi le cas de la Grèce, pas loin de nous. La Grèce qui a fomenté un texte de loi qu'elle voulait, en 2005, elle voulait le plus protecteur possible en tentant d'éviter tous les glissements vers le trafic, parce que en édictant ce texte de loi, les législateurs grecs étaient très sensibles au fait que dès qu'ils ouvraient la GPA en Grèce, eh bien, les pays moins favorisés, la Macédoine, les pays limitrophes, immédiatement alimenteraient le trafic. Et donc, pour éviter le trafic, ils avaient décidé de bloquer d'instituer une règle qui était que la GPA n'était ouverte qu'à des mères porteuses grecques et à des clients. Je parle de clients quand je parle des personnes qui souhaitent être désignées comme parents des enfants qu'ils ont commandés par GPA, je parlerai de clients. Eh bien, que les clients devaient aussi être grecs. Mais cette disposition a été balayée avec une rapidité déconcertante qui fait maintenant de la Grèce le centre commercial de la GPA, très très prisé en Europe. Voilà, je pourrais citer encore le cas du Royaume-Uni, le cas des Pays-Bas. Chaque fois qu'il y a une réglementation, le glissement il est radical. De la GPA soi-disant altruiste, éthique, solidaire. Vous vous rendez compte de l'hypocrisie? La GPA solidaire. Solidaire de qui envers qui? Alors, je reviens un peu à ma visite guidée, que j'ai un petit peu abandonnée, mais bon. On passe ensuite à... Évidemment, on a balayé les grandes situations générales, on a regardé les choses de haut, et bien maintenant, on part dans le passé avec des interrogations sur la tradition.
Et là, on a des textes très, très brillants qui nous montrent que, en fait, la GPA n'est absolument en rien moderne. C'est que la GPA est tout à fait le retour du système patriarcal qui, pendant longtemps, a mis les femmes en couple réglé pour la procréation, et puis qui a considéré, en fait, la petite graine comme étant le pouvoir masculin, et que les ovocytes de la production, les femmes étaient là comme des vaisseaux, comme des conteneurs qui permettaient de fabriquer les enfants. Et bien, avec la GPA, on a le retour à cette situation. On a le retour à la contrainte, à l'assignation à la reproduction qui pèse maintenant sur les femmes, avec la puissance médicale qui est là aussi pour le leur imposer. Tout de suite après, oui, un article aussi très, très, très brillant sur, on va y revenir un peu plus tard, sur ce qui s'est passé en Asie, puisque nous avons eu la chance d'avoir une autrice japonaise qui a travaillé sur ce qui se passe en Asie, Corée, Chine et puis Japon. On y reviendra plus tard parce que je crois que c'est un des textes favoris de Sandrine. Sinon, on peut poser la question dès maintenant, non? Sauf si tu veux avancer dans la présentation, mais parce que... Comme tu veux, Sandrine. Bon, en fait, on voulait aussi faire un petit quiz, poser quelques questions à l'audience et aussi via Zoom, vous pouvez répondre. C'est d'après vous, la GPA, ça date de quand? Voilà. Alors, ne répondez pas forcément tout de suite, mais alors, la Bible n'est pas une bonne réponse. Je l'écarte tout de suite. Voilà, donc de quand date la GPA? On répondra après. Donc, tu voulais que je parle de l'Asie, on en parlera peut-être plus tard, du Japon. Hein, un texte aussi très intéressant qui fait le parallèle entre l'esclavage, le système d'esclavage, de recrutement des femmes dans l'esclavage, le choix des femmes sur le marché, et puis le recrutement des n'importe. C'est un texte tellement émouvant et tellement angoissant que je vous le conseille néanmoins. Et puis on arrive, évidemment, on a évoqué la tradition, maintenant on évoque les technosciences. Tout ce qui fait qu'aujourd'hui, on présente la GPA comme quelque chose de tellement moderne. Et là, on rencontre, et ça c'est l'intérêt d'avoir eu recours à des féministes un petit peu du monde entier, parce que la féministe qui nous parle de biotechnologie, dont j'ai évidemment oublié le nom, et que Anna va parler tout de suite, eh bien, elle est représentative d'un courant de pensée qui se bat contre l'artificialisation de la procréation humaine. Et ce courant de pensée est extrêmement riche en Italie, et Silvia Guerini. Voilà. Ensuite, un texte qui est une découverte pour nous, qui parle de quelque chose qui s'appelle le microchimérisme, qui est cette relation entre la mère et le fœtus avec une circulation bidimensionnelle des cellules, et donc de l'ADN, entre le corps du fœtus et le corps de la mère, la femme qui le porte. C'est un peu une très très découverte et qui se conclut par le fait que ce lien, qui n'est pas simplement psychique, mais qui est aussi physique, n'est pas avant. Voilà. Dans les technosciences, on trouve aussi un article extrêmement bien documenté qui montre que notre belle organisation mondiale, justement l'OMS, est en proie aussi à des combats et le fait de lobbying qui insiste pour que la GPA soit bien considérée comme une technique médicale de procréation, ce qui la rend absolument non questionnable. Et cet article très très bien documenté montre les enjeux, tout ce qui se passe à l'intérieur des organismes, de cet organisme international. Bien sûr, tout de suite, on arrive à une question politique, le néolibéralisme, avec quatre textes qui sont tellement forts. Et là, je dois saluer nos amis espagnols qui, sur le sujet, sont vraiment très, très en point, qui ont une façon extrêmement politique d'aborder la question de la GPA. Et donc, elles nous en font bénéficier ici. L'une parle du mode de reproduction productif, qui est une nouvelle plus-value sur le marché. L'autre parle du tourisme reproductif. Une autre
est un article encore absolument passionnant, une révélation. C'est une révélation. C'est Rita Banerjee, une indienne, celle qui est à l'origine du mouvement persienne, 50 Million Missing, qui proteste contre le fait que les petites filles en Inde et dans d'autres pays d'Asie sont systématiquement éliminées, soit par avortement, soit par sélection du sexe des embryons. Et ce qu'elle nous montre, c'est que la télévision américaine, avec deux stars de la télévision qui se battent habituellement sur tous les combats sociaux, sur la question de la GPA, elles sont arrivées à la promouvoir de façon absolument éhontée. Et le fait que cette émission, donc, qui est animée par Oprah Winfrey, qui est mondialement connue, et comme ça mis en avant la GPA en Inde, il s'agissait d'un reportage qui se passait en Inde, ça a immédiatement poussé le marché vers l'Inde. Et Rita Banerjee montre qu'il y a une corrélation entre le développement de la demande de GPA aux États-Unis et la délocalisation de cette GPA en Inde, où pour des questions d'optimisation du profit, eh bien, les agences américaines sont allées chercher des reporteuses indiennes au moment du développement de GPA en Inde. Donc ça, c'était le néolibéralisme et qui se conclut sur autre chose qui est très actuelle, c'est les principes de Vérone. Là encore, une espagnole, pardon, un Alfredo Pulido, montre que ces principes de Vérone, qui sont une espèce de texte qui vient d'être édicté par un groupe d'experts qui se prétendent experts, néolibéralistes dans l'âme. Ce texte, qui se veut un guide pour les États, comment aborder la question de la GPA, c'est ni plus ni moins qu'une manœuvre pour inciter les États à ouvrir la GPA. Donc, elle dénonce ce fait-là. Et puis, on arrive à la question du langage, parce que ce qui se joue dans le langage est extrêmement important. Et lui, toujours une espagnole, montre qu'on est sur une novlangue. Et elle fait référence évidemment à un ouvrage de 1984 qui montre que si on modifie le langage, on modifie aussi la conception qu'on a des choses. Et que le marché est extrêmement inventif et c'est absolument récupérer non seulement les principes féministes, les détourner, mais il sait comment blanchir par le biais du langage cette pratique qui est une pratique criminelle. Enfin, on arrive aux analyses féministes, bien sûr, avec un grand texte d'Anna que je salue sur la façon dont ces violences faites aux femmes sont invisibilisées. Je pense que là, Anna, tu pourras en parler tout à l'heure. Un autre texte aussi parallèle entre évidemment la prostitution et puis la GPA, ça va presque de soi pour nous, mais pas pour tout le monde. C'est Mélissa Farley, que certains d'entre vous connaissent bien, c'est un texte absolument sidérant parce qu'on connaît chacune des choses, mais elle fait la liste point après point dans la prostitution, dans la GPA, exactement les mêmes mécanismes. Et là, on le sait, mais elle le démontre. Je vous recommande vraiment de le lire, comme les autres d'ailleurs. On ne pouvait pas non plus ne pas aborder la question des enfants. Et là, on a reçu plusieurs textes. L'un d'une Autrichienne, une journaliste autrichienne, Eva Maria Bachlinger, qui montre que non, il n'y a pas de droit à l'enfant. Ça nous semble évident à nous, mais pas à tout le monde. Une autre, Catherine Lynch, qui est une personne australienne qui s'est positionnée de façon très critique par rapport au système d'adoption international. Et là, elle fait le parallèle elle montre que en fait, le GPA, c'est une question comme l'adoption, une question d'abandon d'enfant. Et est-ce que l'abandon d'enfant, c'est bénéfique pour les enfants? Et puis, on termine de façon très étonnante par un texte de fiction qui parle de l'histoire d'un enfant de GPA. Et c'est le seul texte de fiction de tout ce livre. Et au travers de ces textes, ces 26 textes, ce qu'on balaie aussi, c'est des questions totalement transversales, tout à fait nouvelles pour penser la question de la GPA. C'est l'artificialisation de la procréation, qui est un texte sur lequel, question à creuser. Il y a aussi dans ces textes une grande critique des institutions de leur responsabilité. Je disais tout à l'heure la responsabilité des États qui, en réglementant la GPA, s'en font complices. Et
Ça, c'est une espagnole aussi qui fait référence aussi à la longue histoire de l'appropriation des enfants. Que ce soit par les vols d'enfants, que ce soit ce qui s'est passé dans les pays d'Amérique du Sud lors des dictatures où les enfants étaient systématiquement volés, que ce soit en Espagne, ce qui s'est passé aussi en Espagne jusque dans les années 90, l'appropriation des enfants. Donc elle place aussi la GPA dans cette lignée. Et puis, ce que ça nous montre aussi, ce que ça nous démontre, c'est toutes les ruses du néolibéralisme pour faire avaler ce marché développé. Voilà, j'étais un petit peu longue. Mais quand je commence là-dessus, je ne peux plus m'arrêter. Mais en fait, sur chacun des chapitres, on pourrait passer une bonne vingtaine de minutes. Donc, on va essayer d'en sélectionner quelques-uns et de choisir quelques thèmes. Donc encore, Marie-Joseph, voilà, on a un petit peu abordé tous les thèmes, mais on va revenir un peu sur ce que c'est fondamentalement que la maternité de substitution, comment ça se déroule, qu'est-ce que c'est qu'un contrat de maternité de substitution, qui sont les acteurs de ce système, qui on invisibilise et finalement qui est la mère d'un enfant. Je vais commencer juste sur le mécanisme de la GPA. Alors la GPA, dans les années 80, on pratiquait tout ça par insémination artificielle, c'était le début de toutes ces techniques de procréation médicalement assistée. Et puis, des voix se sont élevées, d'abord des voix féministes se sont élevées pour contester cette pratique, qu'on appelait la pratique du recours aux mères porteuses. Mais très vite, il y a une question éthique qui s'est posée, puisque dans la technique de l'insémination artificielle, la mère porteuse apportait ses propres gamètes, et puis l'enfant, le fœtus, c'était donc le résultat du sperme apporté par l'un des clients, et puis des ovocytes de la mère porteuse. Donc, de ce fait, on a montré que la mère porteuse avait un lien génétique avec cet enfant et donc elle abandonnait son enfant, en quelque sorte. Et donc le marché a tout de suite trouvé la parade. Eh bien, non, dorénavant, la mère porteuse n'aura plus recours à ces ovocytes. On achètera les ovocytes sur le marché auprès de donneuses, de fournisseuses, de pourvoyeuses d'ovocytes. Et puis, on fabriqua l'enfant par fil. Ce qui permettait aussi, à cette occasion, donc la FIV, l'embryon est fabriqué en éprouvette et ensuite il est transféré dans l'utérus de la mère porteuse. Ce n'est pas une opération mince parce qu'il faut que l'utérus de la mère porteuse soit en état ce n'est pas une grossesse normale, il faut que son utérus se comporte comme un utérus d'une grossesse normale, donc les hormones sont là pour fabriquer ce qu'il faut au niveau de son utérus, donc elles sont déjà médicalisées. Mais cette avancée, le fait de recourir à la FIV a permis d'une part au marché de dire mais non, ça n'est plus la mère biologique. Déjà, c'était un abus de langage parce que ça n'était plus, la mère porteuse n'était plus la mère génétique. Mais la grossesse, c'est toujours un processus biologique, donc elle est bien toujours la mère biologique si elle n'est plus la pourvoyeuse des gamètes, si elle n'a plus de lien génétique avec l'enfant. Déjà, une question de vocabulaire, un abus de langage. Mais aussi, ce que la FIV a permis, c'est de fabriquer des enfants blancs avec des femmes noires. Et ça a ouvert le marché, ça a ouvert le marché de façon considérable. Voilà, alors je vais te laisser continuer sur la question des contrats. Oui, alors qu'est-ce qu'on contractualise quand on lit un contrat? Le contrat est présenté comme étant la marque et la garantie absolue de la liberté. Dès l'instant où on peut signer un contrat, c'est qu'on est libre et bien évidemment, tout un chacun peut signer un contrat. Alors, ce qui est très intéressant dans le contrat de GPA, c'est que les femmes sont libres de signer le contrat, bien évidemment, et si jamais elles changent d'avis, elles doivent rembourser, dédommager les personnes commanditaires, non seulement de tout ce que ces personnes ont payé, lui ont payé à elle et ont payé pour le processus entamé, mais elles doivent les dédommager également pour les dommages moraux. Et les avocats, les personnes commanditaires, bien évidemment qu'ils se débrouillent bien pour
imposer des sommes que la femme ne pourra jamais rembourser. Donc, en fait, elle aura à rembourser autrement plus que financièrement ce qu'elle a reçu. Donc, en fait, dès l'instant où une femme signe un contrat, elle ne peut plus se rétracter. Et on s'est bien arrangé dès le début de la pratique, et ça, c'est le cas fameux connu sous le nom de Baby M. C'est l'enfant qui a été mis au monde par Mary Beth Whitehead aux États-Unis, qui s'est rendu compte après la naissance qu'elle ne pouvait pas renoncer à l'enfant, et ils sont allés chercher l'enfant, bien évidemment, elle était en train d'allaiter, et l'enfant qui a été pris, et il a été mis en prison, condamné, et ainsi de suite. Et c'était la première fois, et d'ailleurs Finistère le montre dans son article, c'était la première fois qu'on a décidé que la femme qui met au monde l'enfant n'allait pas la mère, qu'elle est mauvaise pour l'enfant, et que c'est l'homme qui a payé cette femme pour qu'elle mette au monde l'enfant, qui en est le père, et qui est l'être qui va s'occuper comme il faut de l'enfant et le préserver de la femme. Dès l'instant où on a posé ça, dès l'instant où on a admis légalement la femme qui met au monde l'enfant, on n'est pas la mère, qu'elle est mauvaise pour l'enfant qu'elle était en train d'allaiter, parce que c'était une femme dissipée, parce que c'était une femme qui avait une vie un peu comme ça, elle était un peu fantasque, elle se levait tard le matin, il n'y avait pas beaucoup d'ordre chez elle, donc la police est allée, elle a fouillé, ils ont fait des photos et puis ils ont montré ça en cours en disant regardez un peu cette femme, c'est un peu n'importe quoi chez elle, alors que ce monsieur, bien propre sur lui, il est ingénieur, je ne sais pas quoi, il s'occupe tellement bien de son enfant. Tac! Et ça a été posé. Une fois que ça a été admis, on a dit les contrats veulent dire qu'on contractualise et on s'y tient. Quand on lit les contrats, on lit également toute la violence qui est faite aux femmes. Parce que le contrat dit, enfin les contrats américains que j'ai vus, disent très clairement que ce pourquoi la femme est payée n'est pas l'enfant, surtout pas, parce que sinon, ça serait de la vente de l'enfant. Elle n'est pas payée pour l'enfant. Elle n'est pas payée pour se séparer de l'enfant. Elle est payée pour the pain and suffering. Pour the pain and suffering qu'elle subit dans le processus de la grossesse et de la mise au monde de l'enfant dans le cadre de la surrogacy. C'est-à-dire que, grosso modo, par contrat, on paie quelqu'un pour lui infliger de la souffrance. Et je dis mal, on paie quelqu'un, on paie une femme. Ce qui est très intéressant, c'est que ce que fait le patriarcat, ce que fait le contrat, ce que fait la GPA, c'est de fragmenter, de casser, de séparer. On sépare la production d'ovocytes, de la grossesse, de l'accouchement, c'est pas la même. Et si on peut continuer de séparer, ce qui est absolument formidable, parce qu'on nous parle de grossesse puzzle et ainsi de suite, si on peut fragmenter, on va commencer, pour le plaisir, à payer les femmes pour leur infliger de la souffrance. Ça me rappelle quelque chose qui s'appelle prostitution. Donc là, on y va. Donc c'est ça le contrat. Alors ceux qui sont protégés par le contrat sont les personnes commanditaires. Celle qui n'est jamais protégée par le contrat, c'est bien évidemment la femme qui contractualise. Et celui qui est encore moins protégé et à jamais non protégé, c'est bien évidemment le résultat de tout ça, c'est-à-dire l'être humain qui en résulte, l'enfant, et qui est produit, lui, par contrat. Et lui, pour le coup, il n'a rien contractualisé du tout. Et alors, celui qui est protégé par le contrat, c'est donc le client. Et qu'est-ce qui lui est demandé au client? La seule chose qui lui est demandée, c'est quoi, en fait, en retour? La seule exigence. Parce que dans l'adoption, ça c'est bien expliqué dans le chapitre sur l'adoption, on fait faire un parcours aux parents adoptants pour vérifier qu'ils ont les compétences pour adopter un enfant. Qu'ils ont les compétences ou qu'ils ont la moralité, enfin bon, plein de choses. Voilà, il y a quand même un parcours qui est long et difficile. Les mères, dans les contrats, on leur impose tout. C'est-à-dire, on dit si qu'elles n'ont pas le droit de boire de l'alcool, quelles relations sexuelles elles peuvent avoir, elles n'ont pas le droit d'avorter, elles perdent leur droit à l'avortement quasiment totalement à partir du moment où elles ont signé le contrat. C'est absolument sidérant. Mais en revanche, le client, lui,
de GPA, on lui demande absolument rien, en fait. On lui demande de payer. C'est-à-dire que si le paiement s'arrête, on considère que l'entente n'a plus lieu. Mais ce qui est très intéressant, par exemple, dans le contrat, c'est qu'on s'aperçoit, avec les discussions qu'on voit en ce moment concernant le droit à l'avortement des femmes, dans le contrat de GPA, le premier versement est fait une fois le premier battement de cœur enregistré. C'est dit, c'est contractualisé. Donc, premier battement du cœur, premier versement. Il y a des versements mensuels où il peut y avoir des versements, enfin, en tout cas réguliers, sur une base sur laquelle les personnes commanditaires et la femme se sont entendues. Le versement le plus significatif, il est fait après la remise de l'enfant. Il n'y a pas vente d'enfant. On ne paie pas la femme pour l'enfant. Mais le plus gros de la somme, elle le perçoit au moment où les personnes commanditaires ont l'enfant dans les bras. Donc, voilà. Et pour les personnes commanditaires, la seule obligation, c'est qu'elles continuent de verser. Et d'ailleurs, on voit très bien que les personnes commanditaires n'ont aucune obligation, et on l'a vu sur les photos qui nous ont été montrées sur les écrans et dans les médias, avec des enfants qui sont nés de mères porteuses, dites porteuses, en Ukraine. Il y a des enfants qui ont 1 an, plus d'1 an. Il y a des enfants qui sont connus, qui étaient connus par le système de protection de l'enfance en Ukraine, qui sont également, sur lesquels il y a eu également des journalistes ukrainiens et ukrainiennes qui ont enquêté et qui montrent que c'est des enfants qui sont purement et simplement abandonnés parce qu'il n'y a aucune obligation pour les personnes commanditaires. Il n'y a aucune obligation aux États-Unis, il n'y a aucune obligation en Ukraine, il n'y a aucune obligation nulle part pour les personnes commanditaires. Le contrat, il est très clair là-dedans. J'ai fait un contrat, j'ai fait signer un contrat à quelqu'un d'autre. Qui voulez-vous qui m'oblige? C'est toujours ceux qui ont l'argent qui dictent la loi et la règle. Ça me rappelle quelque chose, un témoignage d'une survivante de la prostitution. Ils payent, ils font ce qu'ils veulent. Voilà, c'est exactement la même chose. Pour illustrer, je vais juste dire une toute petite citation de Berta Garcia, notre présidente espagnole, qui a fait ce texte qui s'appelle « Casting d'esclaves » pour parler de la maternité, pour parler du recrutement des mères porteuses. Ce qu'elle dit, ce double standard, si exigeant à l'égard des candidates à la GPA, et si laxiste pour les acheteurs de bébés est pervers. D'abord parce que ceux qui vont élever un nouveau-né ne sont pas tenus de présenter de quelconque garantie. Ensuite, parce que ces critères n'ont qu'un seul but, créer une caste de femmes qui, pour avoir passé avec succès le contrôle de qualité de l'industrie d'exploitation et d'extraction de leurs capacités reproductives, garantiront le meilleur produit, un bébé en bonne santé. Il y a une question apparemment de Zoom. Ah, mais je n'ai pas branché mon téléphone. Donc je vais passer le micro à Céline. Que se passe-t-il en cas de fausse couche? Alors, que se passe-t-il en cas de fausse couche? La question qui est posée. La fausse couche fait bien évidemment partie des accidents qui peuvent se produire et tout dépend de ce qui est convenu entre les commanditaires et la femme. Si par exemple elle s'est engagée à refaire la pratique, à être de nouveau inséminée, bah, elle sera de nouveau inséminée, bien sûr. Et parfois, il y a des personnes commanditaires qui sont bien sûr très impatientes et qui souhaitent que la réinsémination, enfin une nouvelle insémination, se produise assez rapidement, ce qui donne lieu à des négociations entre les médecins. Et ça, on l'a vu par exemple en Ukraine notamment. Il y a eu des articles, il y a des articles de ce type que j'ai pu lire moi en roumain, que j'aurais aimé lire peut-être en français également et en anglais. Mais voilà, en roumain, j'ai lu des articles dans lesquels des femmes étaient, des médecins étaient interviewés qui disaient j'ai dû tempérer cette maman ou ce papa parce qu'ils étaient pressés et qu'ils voulaient absolument qu'on parte de nouveau sur une insémination alors qu'elle venait de faire une fausse couche. Il fallait quand même un petit moment. Mais
Le marché a tout de suite trouvé la parade à cette situation. Ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de faire inséminer plusieurs femmes en même temps. Et donc là, on s'assure qu'au moins une va pouvoir porter la grossesse à terme. Et c'est ce que les agences proposent d'ailleurs. Elles disent, si vous en prenez 2 ou 3 en même temps, on va vous faire une réduction. Et ce qui est important pour les agences et les cliniques, c'est le taux de réussite. C'est-à-dire que commercialement, pour eux, ils annoncent quel est leur taux de réussite. Normalement, avec une fille, le taux de réussite est très très bas, c'est 25%, pas plus. Et donc pour eux, afficher 30, 40, 50%, c'est très important. Et donc ils utilisent aussi des subterfuges. On sait que en Inde et en Ukraine, je crois, on ne fait signer le contrat aux mères porteuses qu'à partir de 4 mois de grossesse. Donc là, il n'y a pas de problème, il n'y a plus tellement de risques. On est sûr d'avoir une réussite. Et donc, toutes les fausses couches qui sont intervenues auparavant, ça compte pour rien. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions déjà ou on continue sur voilà, dans la salle, hein, bien sûr, vous pouvez aussi intervenir. Oui, justement, ça serait bien d'expliquer que deviennent les 2 autres enfants quand il y a eu 3 femmes inséminées. Parce que le couple, lui, il n'en veut qu'un à la fois. Donc ça serait bien d'expliquer ça aussi. Personnellement, je n'ai pas mené l'enquête. Ce que j'ai vu, je le connais à travers notamment la presse. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des enfants qui se retrouvent, par exemple en Ukraine, dans le système de protection de l'enfance. L'ancien défenseur des droits des enfants ukrainiens, Nicolas Kouleba, a protesté pendant plusieurs années en demandant l'arrêt de la pratique et l'interdiction de la pratique en Ukraine, justement parce que lui, il savait qu'il y avait énormément d'enfants qui arrivaient dans le système de protection de l'enfance au meilleur des cas, c'est-à-dire dans les cas où ils n'étaient pas captés par le système de trafic d'enfants, qui était également très, très présent. Parce que dans aucun pays, même pas aux États-Unis, même voilà, il n'y a de statistiques officielles qui sont tenues de combien de femmes sont inséminées, combien de fœtus elles portent, combien d'enfants sont nés. La seule chose qui compte, c'est la satisfaction donnée au client. Alors, pour donner de la satisfaction au client, il faut quand même essayer de proposer le plus possible et de la manière la plus diverse possible pour leur donner satisfaction. Donc, les enfants, ce qu'ils deviennent, c'est extrêmement dramatique, même pour ceux qui sont pris en charge dans le système de protection de l'enfance. Et d'ailleurs, même ceux, et je m'empresse de le dire, parce que ça, c'est une situation que je connais depuis maintenant quelques années, il y a en France également, dans le système de protection de l'enfance, des enfants qui sont nés par GPA à l'étranger et dont les parents ne sont pas contents. C'est curieusement pas les enfants qu'on voit à la télé qui nous disent à quel point ils sont heureux d'être nés par GPA. Mais il y a des enfants en France, dans la protection de l'enfance, qui sont nés de GPA. Les parents ne sont pas contents parce que les enfants ont un petit trouble. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis refaire un autre. Et le petit frère ou la petite sœur vit très heureusement dans la famille, où le gamin qui est dans un foyer de l'ASE retourne régulièrement pendant le week-end pour voir à quel point lui, il ne donnait pas satisfaction, mais le petit frère ou la petite sœur, si. Donc, ce type de pratique de je fais ce que je veux et les enfants qui ne donnent pas satisfaction, on les met un peu de côté, ça se pratique partout, avec ce que permet le système. Et il y a aussi, on ne sait rien non plus sur les conséquences pour les femmes porteuses, les mères porteuses. Il n'y a pas non plus aucun chiffre, notamment en Inde, combien il y en a qui meurent, combien il y en a qui meurent après, etc. Tout ça, on ne sait pas non plus. Alors, la question du risque vital, il est connu, et il n'est jamais compté. Les mères porteuses meurent dans le plus grand secret, et justement,
un article ici, un article de Shreya Saravanan, qui est une chercheuse indienne qui a fait de longues interviews, de longues études sociologiques sur les mères porteuses, qui a suivi des corps de mères porteuses sur une durée. Elle dit que pour les mères porteuses, la question de la mort est toujours présente parce qu'elles savent qu'elles sont en risque, elles savent qu'une de leurs congénères, parce que là-bas, on les maintenait dans des maisons pendant toute la période de leur grossesse, dans des hébergements, des hôtels, des hébergements conçus pour ça. On parlait de fermes de mères porteuses. Eh bien, elles ont vu d'autres mères porteuses mourir avant, pendant l'accouchement ou après. Elles ont vu des situations terribles, elles ont vu des enfants qui venaient de naître mourir. Elle dit, Shreya Saravanan dit que la question de la mort les taraude tout le temps. Tout le temps. Et une mère porteuse dont elle rapporte les propos qui dit une chose terrible, elle dit, je sais que je suis en risque de mort, mais au moins que je meure, peu importe, puisque ma famille, mes enfants, ils toucheront quand même l'argent. Sacrifice ultime. Et Anna, tu voulais préciser sur justement, tu as fait une étude sur les mères porteuses mortes en péché. On a fait des recherches, enfin, on a essayé de repérer dans la presse, encore une fois dans la presse, dans les langues auxquelles on avait accès, et trouver des traces pour pouvoir documenter des situations de mères porteuses qui sont décédées. Donc, il y en a évidemment en Inde, mais également aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Ukraine. Donc, ça, c'est des situations que nous avons trouvées, mais il y a bien évidemment toutes les situations qu'on ne connaît pas. Mais au-delà de ces situations qui sont quand même des cas extrêmes et tragiques, il y a un petit détail, par exemple, que je trouve assez intéressant, c'est que dans le contrat de GPA, il est dit la femme s'engage à supporter et elle s'engage à reconnaître qu'elle est au courant des effets, des traitements médicamenteux qu'elle va subir. Entre parenthèses, dans le contrat, il est précisé Lupron, estradiol et ainsi de suite. Or, le Lupron, quand on va sur le site de l'Agence américaine des médicaments, et qu'on essaie de voir quels sont les effets secondaires dont les femmes sont censées être au courant, il est dit, et là la recherche il y a encore un mois, il est dit très clairement, le Lupron n'a pas été approuvé dans le traitement de l'infertilité. C'est un médicament qui est donné aux hommes dans le traitement du cancer de la prostate et aux femmes dans le traitement de la ménopause précoce, quelque chose comme ça. Mais pas dans le traitement de l'infertilité, pas dans les traitements filles. Donc les femmes sont censées être au courant des effets d'un médicament qui n'est pas censé être utilisé à ce but-là. Donc voilà, c'est très simple, c'est très simple, mais très curieusement, on n'en parle pas à la télé en France. Je voudrais bien qu'on parle aussi, parce qu'on aurait besoin de 4 lundis de prostitution et société pour tout aborder, mais d'une autre violence terrible qui est faite, alors pour le coup, à la fois à la mère et aux enfants, qui est et qui rappelle la prostitution pour le coup pour les femmes, c'est la dissociation. Dans la prostitution, on sait que la dissociation est nécessaire pour tenir ou pour ne pas mourir immédiatement, on va dire. Dans la GPA, c'est encore autre chose. On oblige, on recommande, on impose aux femmes la dissociation pour ne pas s'attacher à un enfant dont elles vont se séparer, donc avec les conséquences que ça aura pour l'enfant d'une non-relation mère-bébé. Mais en plus, c'est vraiment, on impose ce mécanisme de dissociation. C'est complètement dingue. Alors, oui, la dissociation, elle est imposée aux femmes par notamment des psychologues, par exemple. Donc, quand on va regarder des témoignages de mères porteuses ukrainiennes, elles témoignent à quel point elles sont heureuses de participer chaque semaine à la rencontre avec le ou la psychologue qui leur dit comment ne pas s'attacher au bébé, c'est pas ma grossesse, c'est pas mon enfant, ainsi de suite, c'est pas leur enfant parce que bien évidemment c'est un enfant obtenu avec les ovocytes d'une autre femme. Merci pour les femmes qui ont des enfants grâce aux dons d'ovocytes, c'est pas leur enfant, il faudra pas oublier de leur dire. Hein. En fait, les femmes qui peuvent avoir des enfants grâce aux dons d'ovocytes, c'est pas leur enfant, puisque c'est pas leur ovocyte.
Donc là, la GPA a réglé le problème. Donc, ce n'est pas leur enfant, ce n'est pas leur grossesse, ça ne leur appartient pas. Il ne faut surtout pas qu'elle se lie à l'enfant. Et si jamais ça se produit, c'est à leur risque et péril. C'est-à-dire que si jamais elles disent leur mal-être devant d'autres femmes ou devant la psychologue, elles sont blâmées. Et ça, elles le disent. On a vu aussi aux États-Unis qu'il y a des femmes qui vont témoigner de ce fait qu'elles ont essayé de discuter dans des groupes de parole et qu'on leur a dit tout de suite, halte là, ça ne va pas. C'est pas ton enfant et tu n'as pas à te plaindre. Nous avons nos difficultés à nous, donc tu gères ça comme tu le veux. Donc c'est effectivement quelque chose que les femmes doivent se dire à elles-mêmes. Moi j'ai vu des témoignages de mères porteuses roumaines. L'une d'entre elles disait « Je me suis répété tout le temps que je suis un frigo dans lequel quelqu'un a mis son repas qu'elle viendra récupérer plus tard. » Donc c'est très pratique. Ce qui est quand même assez impressionnant, c'est le degré de déshumanisation volontaire dans lequel, c'est un processus de déshumanisation volontaire, auto-déshumanisation dans lequel les femmes rentrent. Parce qu'elles se représentent elles-mêmes, non pas comme des vivants, mais comme des objets. Je suis un incubateur, je suis une cosse, je suis une machine, je suis un four, et ainsi de suite. C'est une déshumanisation volontaire. Je ne me réfère pas à quelque chose d'autre de vivant. Je me réfère à moi-même comme un contenant non vivant, comme un objet, pour pouvoir sortir de moi un être vivant, mais qui n'est pas le mien, puisque moi-même, je ne suis pas quelque chose de vivant. Alors là, on observe quelque chose d'incroyable, c'est que c'est les effets à la fois du marché et du patriarcat, c'est-à-dire qu'on revient à une situation d'avant où on considérait que, et ça c'est un chapitre donc aussi extraordinaire dans le livre, les femmes étaient l'utérus était des fours à pain, tous les objets qui en font des produits, et les enfants deviennent des produits, et les femmes sont juste dépositaires de ce produit. Donc c'est vraiment le patriarcat qui... On ne pouvait plus dire qu'une mère était un four à pain, on ne pouvait plus dire que c'était l'homme qui était le processus actif avec une graine qui venait fertiliser un champ fertile. On a découvert que ce n'était pas le cas. Alors, je ne peux pas vous poser toutes les questions, mais la première gamète femelle a été découverte en 1827 seulement. On s'est rendu compte donc, que les femmes aussi avaient quelque chose en elles qui permettait la reproduction. Ce n'était pas que la graine de l'homme. Et là, pouf, la GPA, elle vient effacer tout ça. Et plus que ça, en fait, on va tellement loin aujourd'hui que ce qu'on lit est absolument incroyable. On lit, par exemple, il y a un courant aux États-Unis qui dit mais l'utérus, ça n'est pas utile à une femme pour vivre, ça n'est pas utile à sa vie, c'est donc un espace qui ne lui appartient pas. Voilà. On a une chercheuse qui dit, qui parle de l'utérus, qui dit cet espace transférable est vide, cet espace vide est transférable. Donc on voit comment le marché, enfin c'est absolument incroyable, utilise tous les corps de métier pour étayer en fait et argumenter sur le fait que tout s'achète et tout se vend. Alors on a parlé des psychologues tout à l'heure. Les psychologues font partie de ces catégories professionnelles qui bénéficient de la GPA. Aujourd'hui, il y a au moins 5 catégories professionnelles qui bénéficient de la GPA. On a les agences, les intermédiaires qui mettent en relation mère porteuse et puis clients. On a les avocats qui sont là pour le contrat et qui sont une force, qui sont un lobby puissant. Aujourd'hui, on sait qu'à New York, le dernier État à ouvrir à la GPA, passer de la GPA dite altruiste à la GPA commerciale, on sait que dans cet État, ce sont les avocats qui, pro bono, ont écrit les textes législatifs qui ont ouvert à la GPA. Ensuite, on a les psychologues, on a les banquiers, parce que les banquiers maintenant sont là pour prêter aux clients, parce que ça coûte cher et donc voilà, on peut emprunter pour une GPA, c'est un motif. On a aussi les équipements touristiques. Pourquoi les équipements touristiques? Parce que c'est la GPA transfrontière maintenant qui est pratiquement la règle. Il faut bien héberger les clients quand ils se déplacent au moment de l'accouchement. Ça peut durer plusieurs jours pour attendre l'enfant qui va leur être remis.
mais c'est même une proposition commerciale. Parce qu'au Kenya, quand vous allez chercher votre enfant au Kenya, né d'une femme noire, votre enfant blanc né d'une femme noire, eh bien, on vous propose un safari qui est inclus dans la prestation. Voilà. Est-ce que j'ai manqué encore? Alors, bien sûr, on a les médecins et on a les laboratoires et on a l'industrie pharmaceutique. Tous ces corps de métier bénéficient de la GPA. Alors, je ne sais pas si on avait eu des réponses à la question. Non, pas de réponse de quand date la première GPA. Est-ce que dans la salle, vous avez une idée? L'Antiquité, très vieux. Alors, la première GPA moderne, c'est 1900, je t'ai dit tout à l'heure, 76. Voilà. Mais en fait, moi, ce que j'ai découvert d'absolument effectivement fascinant, c'est que dans un article qui parle de la Servante écarlate, que tout ce qui est dans la Servante écarlate, en fait, qu'on voit comme cette dystopie depuis quelques années, mais bon, qui a été écrite il y a plusieurs décennies, ça a existé, en fait. Ça a existé quasiment comme ça, en Asie du Sud-Est, en fait. Dans 3 pays, la Corée, la Chine et le Japon. Voilà, en Corée, c'était les Sibaji. Il y a même un film de 1976 qui en parle, de Im Kwon-taek. Et au Japon, c'est les Meneke, je crois. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus? Je vois que tu as lu avec attention cette partie du livre, ce chapitre, qui frappe tout le monde d'ailleurs. Hein. Ce chapitre-là, c'est, je ne sais pas, tomber dans un autre monde. Quand on le lit, on tombe dans un autre monde. Parce que les Sisibaji, c'est le cas en Corée le plus significatif, je trouve. Donc c'est une pratique qui a perduré pendant longtemps, mais qui était basée sur la chose suivante: les couples riches, évidemment, toujours, hein, c'est toujours pareil. L'histoire commence toujours de la même façon. Hein. Les couples riches qui ne peuvent pas avoir d'enfants vont avoir recours à des femmes qu'on appelle justement les Sisibaji, qui sont destinées à procréer pour compte d'autrui. Et si c'est un garçon, ils vont prendre, alors, un peu comme dans la Servante écarlate, c'est le couple qui décide, c'est-à-dire c'est la femme du couple qui décide le recours à la Sisibaji parce que ça va se faire avec une relation sexuelle entre son mari et puis cette Sisibaji. Donc exactement la même scène que dans la Servante écarlate. Et si c'est un garçon, on va le prendre, et cette Sisibaji va recevoir une somme. Elle va être en plus honorée d'avoir pu apporter un enfant à rejeton à cette famille honorable. Voilà, chacun partage les honneurs. Et si c'est une fille, on va lui laisser la fille, et cette fille va devenir à son tour Sisibaji. Donc on a comme ça des générations de femmes qui ont été consacrées à la procréation pour compte d'autrui. Mais dans la version moderne, ces pratiques qu'on trouve en Chine et puis au Japon, on parle des concubines par différentes façons, par aussi un autre système de prêt d'épouse en Chine, enfin un truc absolument épouvantable. Mais lisez, c'est très très instructif. Et ces pratiques ont été progressivement abandonnées, qui étaient très ancrées dans la tradition, hein, abandonnées. Pourquoi? Parce que ces États ont voulu commencer à devenir, entre guillemets, des États modernes. Et qu'est-ce qu'on a dans un État moderne? On a égalité entre les hommes et les femmes. Alors, voilà, on progresse, donc on interdit toutes ces pratiques, mais voilà le retour de la GPA qui arrive. Et donc, avec des pratiques absolument similaires à la pratique traditionnelle. Donc, ça veut dire, clairement, que les États modernes, maintenant, avec la GPA, abandonnent la question d'égalité entre les hommes et les femmes. Alors, on a une question? Oui. Attendez. C'est que tout le monde entend. Vous disiez qu'on ne parlerait pas de la Bible à propos de la GPA, mais en fait, c'est quand même Sarah qui prête sa servante à Abraham pour qu'il lui fasse un enfant, Ismaël. Donc, sauf qu'elle n'est pas rémunérée, mais c'est la première GPA. Alors, vous faites... On n'en a pas parlé pour que vous posiez la question. Alors, si on compare avec ce qui se passait effectivement dans ces épisodes bibliques, et je sais qu'il y a
Céline Revelin qui est dans la salle et qui a écrit un très bon livre, GPA une grande l'œuvre, dans lequel elle aborde cette question. Il faut dire les choses dans les termes, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une femme qui est violée par son maître et qui porte une grossesse forcée, si on pose les termes à travers la pratique d'aujourd'hui. Donc une femme est violée par son maître, elle porte une grossesse forcée, elle met au monde un enfant, on ne lui a rien demandé, et les maîtres peuvent s'emparer de l'enfant. Sauf que dans la Bible, toutes les femmes qui sont violées et qui portent des grossesses forcées pour le bénéfice de leur maître, toutes les femmes, et Marie Balmary l'a montré très bien également, sont reconnues mères de leurs enfants. Et au moment où elles sont chassées avec leurs enfants. Et la Bible le dit très clairement, elle a été chassée avec son enfant. Donc en fait, il n'y a pas de mère porteuse dans la Bible. Il y a des femmes qui sont violées, qui portent des grossesses forcées et dont on s'empare des enfants jusqu'à ce qu'on n'en veut plus. Et là, quand on les chasse, elle est partie avec son enfant. Donc en fait, il n'y a pas de mère porteuse dans la Bible, contrairement à ce que M. Touraine veut nous faire croire et ce qu'il regrette de ne pas pouvoir faire encore. Avant de prendre encore quelques questions, je voudrais quand même qu'on évoque rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, la question de l'invisibilisation des violences et de la propagande qui fait passer la GPA pour de la maternité heureuse et pour le comble du bonheur pour une femme de faire don de sa capacité reproductive, je ne sais plus comment étaient les mots affreux, et de la bataille des mots, et de comment les mots invisibilisent tout ça, parce qu'on est exactement dans le même registre aussi que celui de la prostitution. Je dirais que la seule différence, c'est que dans la prostitution, on invisibilise beaucoup le client, alors que dans la GPA, le client, c'est lui qu'on montre à tout prix pour faire pleurer et dire qu'il a droit à l'enfant. Alors, invisibilisation, parce que justement, ce qu'on voit, ce qu'on connaît, ce qui nous est donné, on entendrait avoir de la GPA en général dans les médias en France et en Occident, c'est des histoires de personnes commanditaires qui sont très heureuses d'avoir obtenu des enfants à travers ces pratiques. C'est-à-dire que le traitement médiatique est très centré sur les personnes commanditaires. Nous, ce qu'on défend en tant que féministes, c'est ce que les féministes ont toujours défendu, c'est de tenir compte du fait qu'une femme qui porte une grossesse, elle est au centre de ce qui lui arrive. Ce qu'on veut, c'est qu'on fasse une analyse de ces pratiques, on porte des analyses de ces pratiques qui sont centrées sur la femme. Or, quand on centre sur la femme, on se rend compte qu'on ne la voit pas. Pourquoi on ne la voit pas? Parce que les médias invisibilisent la femme. Quand on parle de la femme mère porteuse, et on a un certain nombre d'émissions là-dessus, c'est pour nous dire à quel point elle a rendu heureux les commanditaires. Donc, en fait, elle est à chaque fois instrumentalisée et elle est censée mettre en avant toujours les personnes commanditaires. Elle est invisibilisée également par les institutions internationales, parce qu'on a aujourd'hui des institutions internationales, notamment par exemple les instances des Nations Unies, qui ont du mal à aborder la question sous l'angle droits des femmes, santé des femmes, bien-être des femmes. Et quand on essaie de le faire et de discuter avec ces instances, on nous dit, vous êtes bien gentils, mais quand même, ça rend les gens heureux. Bien sûr. Il y a quelque chose qu'on a oublié. Les femmes sont gentilles. Elles veulent être gentilles. Elles veulent faire plaisir. C'est comme ça qu'on est naturellement. Les femmes veulent faire plaisir. Alors, comment peut-on faire plaisir? Le plus qu'en faisant le don suprême, le don de la vie, le don d'un enfant. Parce que spontanément, on est altruiste. Et ça invisibilise la femme en mettant en avant ses capacités naturelles et on oublie complètement le sujet femme, l'unicité de l'être femme qui, à chaque fois, c'est elle et pas une autre, ou pas un autre être humain qui vit sa grossesse. Donc, il y a une invisibilisation volontaire qui est faite par les médias, par les institutions internationales, par les États. Et là, on est quand même bien placé pour savoir qu'on essaie de sensibiliser l'État français et le gouvernement à la question et qu'on a énormément de mal à faire passer le message.
Et que, voilà, donc dans les discours qui sont les discours mainstream et les plus immédiatement audibles et présents, les femmes sont systématiquement invisibilisées parce qu'on refuse d'aborder cette question-là, qui est la question de il faut centrer sur la femme parce que c'est les femmes qui sont concernées au premier lieu. Or, ce qu'on nous dit, c'est que non, ce n'est pas les femmes qui sont concernées, c'est les personnes qui souhaitent avoir des enfants, c'est les personnes commanditaires qui sont concernées au premier lieu. Non, c'est les femmes. C'est les seules qui risquent leur santé, qui risquent leur vie, qui risquent leur santé, leur vie de famille. C'est les seuls qui prennent des risques dans l'histoire. Et donc, c'est tellement énorme que, bien évidemment, qu'on n'a qu'une envie, c'est de les oublier assez rapidement parce que c'est trop énorme ce qu'on demande aux femmes. Et alors, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est comment il y a une idéologie qui se met en place autour des mots pour arriver à banaliser ça, glamouriser ça. Et finalement, ce n'est pas spécialement dit dans le livre, mais ça pourrait faire l'objet d'une suite. Finalement, de la même manière que il y a le travail du sexe, il y aurait le travail de la maternité, on le sent venir, il y a de plus en plus de choses qui évoquent l'idée que finalement ce sera un travail commun entre finalement. Alors là-dessus, on a déjà, par exemple en Russie, les mères porteuses, elles considèrent, en Russie, la GPA est commerciale. Et les mères porteuses considèrent, quand elles parlent, que c'est leur travail. C'est un travail pour elles. Donc on voit aussi à quel point ce marché déshumanise les êtres humains. On a arrivé à se considérer comme la source d'un produit commercial, c'est un truc terrible. Et donc le langage, il est utilisé à beaucoup de fins. On voit que, par exemple, quand on examine un petit peu ce spectre extrêmement vaste de termes utilisés pour désigner les mères porteuses, désigner la pratique, on voit que d'un côté, on a dans le public, parmi les tenants de la GPA, on a des gens qui essaient de naturaliser, en fait, d'objectiver ce qui se passe, parce que ça les gêne quand même. Alors quand ils parlent, quand on utilise les termes qu'on utilisait il y a à peu près 4-5 ans en disant c'est pas son enfant, c'est qu'une femme, enfin, c'est que son utérus, c'est comme un four dans lequel on met des petits pains chauds, c'est comme une voiture dans laquelle on met du carburant, c'est comme un avion qui transporte des passagers. Et un avion qui transporte des passagers, il n'a pas le choix de se cracher, donc il n'a pas le droit d'avorter. On a tous ces trucs qui sont des façons d'essayer de penser cette horreur, de la rapporter à des choses qui sont connues et un peu neutres. Et puis aussi, ça c'est quand on regarde les réseaux sociaux, ça c'est plutôt les gens ont la variété vindicative sur la gestation pour autrui. Ils veulent revendiquer la gestation pour autrui et montrer que c'est innocent, c'est vraiment tout à fait sans banal. Mais on a une autre catégorie de terminologie qui est utilisée par les agences. Alors les agences, elles ne vont pas utiliser des termes aussi grossiers et aussi déshumanisants parce que ça donnerait une mauvaise conscience à leurs clients. Donc surtout pas. Donc on va tenter de valoriser ces mères porteuses. On va les appeler des nounous, on va les appeler ces femmes merveilleuses, tellement généreuses, ces fées, c'est celles qui permettent de réaliser des rêves. Donc là, on est dans une gamme de termes qui, sans les considérer comme des êtres humains tout à fait, mais les considèrent comme ayant un rôle quand même dans ce qui va se passer, et puis un rôle quand même qui est assez noble, sans être le premier rôle, bien sûr, hein, ce sont juste des nounous. Et puis, il y a les féministes. Alors, les féministes, sur la question de la terminologie, il y a une première règle qu'on doit s'imposer comme féministe, c'est de ne pas utiliser les termes du marché. Donc, on va devoir inventer nos propres mots. On va devoir passer au Karcher un peu tous ces vocables et puis voir ce qu'il y a derrière. Et par exemple, au début, moi, grâce justement aux Espagnols qui ont... Elles utilisaient une terminologie très, très brutale pour parler de la GPA. C'est elles qui parlaient de ventre alloué. Les Allemandes aussi, les Autrichiennes aussi parlaient de ventre alloué. Les Italiennes aussi parlent de ventre alloué. Mais les Espagnols sont revenus sur cette chose-là en disant non, il faut aller plus loin.
il faut appeler la GPA de l'exploitation reproductive. Alors, c'est un concept extrêmement intéressant parce que ça n'est pas l'exploitation reproductive, ça n'est pas que la GPA, c'est aussi l'extraction d'ovocytes. Donc, c'est très pertinent de globaliser ces deux aspects de ce marché sous un seul terme qu'est l'exploitation reproductive. Mais on s'aperçoit aussi que quand on regarde ce qu'il y a sous l'exploitation reproductive, il y a aussi avortement forcé ou avortement interdit ou stérilisation forcée. Donc, exploitation reproductive est un terme extrêmement intéressant pour nous autres féministes. Et puis, par exemple, on parle de mère porteuse. Mère porteuse, d'abord, c'est épouvantable. Porteuse. Alors, Anna parle toujours de porter une grossesse plutôt que de définir une mère porteuse. Et puis, cette femme qui n'a pas encore eu un enfant, elle n'est pas mère. Donc, pourquoi utiliser ce terme mère porteuse? Alors, on choisit, nous, de maintenir, en français, de maintenir ce terme parce que c'est celui qui est compris du grand public et c'est celui qui parle. Même chose, nous, on dit maternité de substitution. Par exemple, les Espagnols ne sont pas du tout d'accord. Pour eux, c'est l'exploitation reproductive. Mais nous, on considère, on essaie quand même d'imposer maternité de substitution parce que c'est maternité qui est important, puisque c'est ce qu'on veut faire disparaître, c'est ce que le marché veut faire disparaître. Les Anglaises disent surrogate mothers. Alors, elles disent surrogate, on ne peut pas utiliser surrogate. Tentons de trouver un équivalent à femme en situation de prostitution. Prenons modèle sur les abolitionnistes de la prostitution et essayons de trouver un terme qui convienne. Et donc, elles vont plutôt dire femme en situation d'exploitation dans le cadre de la GPA. Voilà. Donc j'ai parlé des clients, parce que dans les vocables du marché, on dit des parents d'intention. Alors, premièrement, ils ne sont pas parents, ils n'ont pas encore eu d'enfants. D'intention, on peut être parent par la pensée, parent par la volonté. C'est très, très bizarre comme terminologie. Il y a un autre terme qui dit parents commanditaires, ceux qui ont commandé. Nous, on dit, mais ce n'est pas des parents, puisqu'ils n'ont pas encore d'enfants. De toute façon, ils vont réclamer revendiquer d'être désignés comme parents. Mais nous, reprenons exactement la situation. Ce sont des clients. Ce sont les clients de ce marché. Donc, on va les appeler clients. Alors, on est là aussi, une chose très importante. Dans les textes, par exemple, je me rends compte, moi, que dans même les textes que j'ai écrits, je parlais encore de parents d'intention. Maintenant, je n'utiliserai plus jamais ce mot-là. Parce qu'au fur et à mesure, quand on avance dans la réflexion, il y a des choses qu'on ne peut plus dire, et des mots qu'on ne peut plus dire, et des mots qui ne deviennent pas obsolètes, mais qui se révèlent pour leur vrai sens. Et donc, c'est notre travail à nous de constamment gratter pour voir ce qu'il y a dessous. Et donc, il y a clients, il y a aussi, très important, les Américaines, il y a beaucoup de textes qui confondent fœtus, embryon et enfant. C'est très grave, parce que ça veut dire qu'en fait, en utilisant ce terme-là, en utilisant enfant de façon abusive, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas le droit à l'avortement. Il y a plein de choses comme ça. Et la vigilance, elle s'impose et on n'a pas encore fini d'inventer, de requalifier tout ce monde-là. Ok, très bien. Beaucoup de réflexions. Et on avait une question par ici. Moi, j'aimerais savoir sur cette question de travail entre guillemets, est-ce qu'on sait combien de fois une femme peut être victime d'une GPA? Alors, en Grande-Bretagne, qui pratique la GPA dite altruiste et encadrée, il y a des femmes qui ont été mères porteuses plus de 10 fois. Il me semble que celle qui est connue et qui a eu le plus de grossesses a eu 13 grossesses de GPA. Et elle aurait souhaité poursuivre. Elle a eu également des hémorragies postpartum, enfin, des situations assez tragiques. Mais il disait qu'elle est addicte à la grossesse. C'est finalement, les médecins sont pas, mais pas au début. Au début, ils ont accepté, bah oui, puisque ça marche, continue. Il y en a d'autres qui ont pu avoir 10, 11 grossesses. Ça, c'est les cas connus en Grande-Bretagne.
Après, en Inde, par exemple, on ne sait pas. En revanche, ce que l'on sait, et ce qui est très important également, c'est qu'est-ce qu'une grossesse. C'est-à-dire qu'une grossesse pour laquelle la femme a été implantée avec un embryon n'est pas la même chose qu'une grossesse pour laquelle la femme a été implantée avec 5 embryons, pour lesquels il y a eu une réduction embryonnaire pour 3 d'entre eux au 5e mois de grossesse. Par exemple, des situations qui se sont produites en Inde très couramment et qui ont été mises en avant par les féministes qui ont discuté avec des femmes à qui on n'expliquait même pas ce qui se passait parce qu'on leur disait tu seras payé en fonction du nombre de fœtus qui vont se développer en toi. Elles voyaient se développer 4 ou 5 fœtus, elles allaient avoir $300 de plus par fœtus et par enfant mis au monde, en formidable. Et puis, bon, on va faire l'échographie. Et lors de l'échographie, les parents choisissent et disent, bon, bah, il y en aura 2. On va injecter dans 3 d'entre eux et leur développement sera stoppé. Ils vont rester dans le ventre quand même. La femme revient le lendemain parce qu'elle voilà, n'est pas bien. Elle dit, ah, quel dommage, il y en a 3 qui ne sont plus viables, mais 2, ils restent là. Donc, pour elle, tous les calculs qu'elle avait fait. Mais ce n'est pas la même chose. Une grossesse de ce type, elle compte pour une grossesse, mais tout le traitement médicamenteux, toutes les violences gynécologiques, obstétricales que cette femme vit, c'est pas la même chose que si on a un embryon qui est là et qu'on poursuit une grossesse. Donc c'est extrêmement complexe comme réalité. Alors, juste quelques chiffres, quelques éléments significatifs. Au moment où l'Inde était vraiment le marché mondial de la GPA, le gouvernement indien a pris une mesure limitative, une seule, qui était de limiter à 5 le nombre d'enfants qu'une femme pouvait avoir par GPA. Donc ça veut dire qu'on était bien au-delà. Un autre cas, Cuba, qui vient de voter, d'accepter la GPA solidaire. La GPA solidaire en direction des personnes, en direction des gays, des hommes, des personnes célibataires et des couples infertiles. Voilà, déjà, le terme solidaire est absolument aberrant. Mais dans le texte, il est dit qu'on n'acceptera qu'une grossesse par femme solidaire. Ce qui reconnaît bien, ce qui montre bien que, certes, ils vont vers ce sujet de solidarité là-dessus, mais qu'ils reconnaissent en filigrane que c'est extrêmement dangereux. La grossesse de GPA est dangereuse. Il y a des remarques, questions, commentaires sur le webinaire de Ismaël Fleury, qui dit, d'après mes recherches de témoignages, la plupart des mères porteuses, pour réussir à survivre à l'abandon, mettent en avant le fait que les commanditaires offriront à l'enfant une éducation et une qualité de vie qu'elle ne pourrait lui donner. Violence de classe évidente, qui fait référence à ce que vous disait un peu plus tôt sur ce sujet. Et puis, il y a aussi la distorsion des concepts d'infertilité. Il y a de plus en plus d'hommes, seuls ou en couple gay, qui déclarent que le fait de ne pas pouvoir porter de bébé est une injustice ou une situation d'infertilité qui demanderait réparation. Ça, c'est aussi tout. Les deux sont développés dans le livre. Oui, alors c'est la bataille sur la notion d'infertilité. Alors sur la notion d'infertilité, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais il y en a déjà une, c'est que la bataille aujourd'hui, elle va vers la notion d'infertilité sociale. Et l'article critique sur l'OMS montre à quel point cette bataille fait rage au sein de l'OMS pour décréter que l'infertilité, elle peut être physique, mais elle peut être aussi sociale. Voilà, donc ça veut dire encore un cran de plus pour ouvrir à la GPA dans le monde. La question de l'infertilité aussi, la GPA ne guérit pas de la fertilité. Elle ne guérit pas la mère porteuse, elle ne guérit pas les parents qui resteront, enfin les parents, excusez-moi encore, les clients qui resteront encore infertiles s'ils ont été. Et cette question de l'infertilité, c'est une question de santé publique. Une question de santé publique, ça se traite en termes de santé publique. Et aujourd'hui, avec la GPA, on demande au marché de traiter une question de santé publique. Et le marché, il revient avec des solutions qui ne sont pas des solutions compatibles avec le fonctionnement de nos sociétés. La GPA. J'avais une question, moi.
vous avez commencé à introduire ce sujet-là juste avant. Quand on découvre que le fœtus est porteur d'un handicap ou d'une malformation, qu'est-ce qui se passe? Qui prend la décision d'une interruption médicale de grossesse, par exemple, ou non? Est-ce que c'est celle qui porte l'enfant, la mère, ou est-ce que ce sont les clients? C'est toujours les personnes commanditaires qui décident de la poursuite d'une grossesse et de ce que l'embryon, le fœtus va devenir, handicap, ou tout simplement, par exemple, divorce des personnes commanditaires. Voilà, on était deux, on avait un projet de famille ensemble, on se sépare, donc on va faire avorter l'enfant, 8 mois et demi de grossesse, c'est comme ça, vous êtes payé pour, donc vous allez faire. Donc on n'a même pas besoin de l'excuse en quelque sorte. C'est un enfant qui ne correspond pas à notre intention, parce que c'est ça qu'il faut entendre quand même derrière la notion de parent d'intention. C'est non seulement je suis l'auteur de l'idée, donc l'idée m'appartient, donc l'enfant m'appartient, mais en plus, le résultat de mon idée doit être conforme à mon idée, à mon intention. Donc, si jamais ça n'est pas conforme à mon intention, ça doit disparaître puisque je paie pour avoir quelque chose qui est conforme à mon intention. Donc, toujours, et ça, le contrat le prévoit très bien, il est très clair là-dessus. Les seuls qui prennent la décision, c'est les personnes commanditaires. Et si jamais la vie de la femme enceinte, qui n'est pas désignée quand même, est en danger, elle doit informer son médecin, et avec son médecin, elle prend la décision après avoir informé les personnes commanditaires et avoir eu leur accord. Et si jamais la situation est vraiment très urgente, là, elle peut se faire soigner et tout de suite, elle doit informer les personnes commanditaires. Donc, voilà, la question d'un éventuel handicap de l'enfant, après, il y a des personnes qui souhaitent avoir des enfants, y compris dans ces conditions. Mais généralement, quand on propose, et par exemple ce qu'on voit dans les cliniques ukrainiennes qui disent « garantie d'enfant parfait », l'être humain parfait garanti. Perfect human being. D'ailleurs, ça fait la liaison, juste, on ne va pas parler, mais il y a un chapitre très bien qui parle aussi du fait que c'est totalement de l'eugénisme. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur l'ouverture de la GPA à Cuba et sur les questions des couples infertiles, parce que à Cuba, donc l'ouverture de la GPA, c'est en même temps que l'ouverture du mariage pour les personnes de même sexe. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une instrumentalisation de la cause homosexuelle dans la GPA, alors que d'après ce que je sais, mais j'aimerais bien vous confirmer si vous avez les chiffres, en fait, la majorité des couples commanditaires sont hétéros, sont pas du tout homosexuels. Donc, on instrumentalise, et c'est aussi les attaques médiatiques qu'on voit en France, c'est au nom de la cause homosexuelle, alors qu'en réalité, on sait que la plupart des commanditaires sont hétéros. Alors, je me trompe. Il y a deux choses dans votre intervention très intéressantes. Il n'y a pas de chiffre. Il y a un seul chiffre. C'est celui que j'utilise tout le temps. C'est un chiffre qui nous vient de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, parce que là-bas, il y a quelque chose qui peut être. La GPA peut être comptée parce qu'il y a un jugement. À la fin du processus de GPA, il y a un jugement qui va transférer la filiation de la mère porteuse au client. S'il y a un jugement, il y a une statistique, il y a une administration par derrière qui va faire des comptes. Et on a des séries statistiques maintenant assez longues, mais quand on prend la période, toute la période, ça représente 4-5 ans, je crois, pendant laquelle on avait la GPA en Grande-Bretagne, le Royaume-Uni était ouverte aux homosexuels, aux célibataires et aux couples, eh bien, on voit que les homosexuels sont pour 30%, sont des clients, représentent 30% des clients, et le reste, ce sont des hétérosexuels. Et sur cette question-là, d'instrumentalisation de la situation, de la cause homosexuelle, franchement, il faut lire ce livre. Parce que il y a un article très intéressant d'un gay, justement, qui vient du Royaume-Uni,
et qui fait une critique absolument mordante de ce qu'est devenu le mouvement homosexuel et à quel point la cause homosexuelle est instrumentalisée. Voilà, donc il faut vraiment lire ce livre, et c'est très juste. J'ajoute juste une chose, c'est que aujourd'hui, donc, il y a cette frange homosexuelle qui se présente comme revendiquant la GPA, mais il y a une autre frange parmi les homosexuels. Je parle des gays parce que c'est une question gay, c'est pas une question lesbienne, c'est une question gay. Eh bien, il y a des gays, malheureusement pas suffisamment en nombre, qui ne se donnent pas la peine de parler, plutôt, qui sont à nos côtés. Il y a en Italie une personnalité gay qui est dans le mouvement contre la GPA. Il y a en Espagne beaucoup de gays, je veux dire des personnalités aussi, c'est-à-dire des personnes qui ont pris des positions et qui appuient notre mouvement. Il y en a en Autriche et malheureusement, il n'y en a pas en France. Moi, j'avais une question également concernant les enfants cette fois. Parce qu'au-delà de certaines émissions que tout le monde a pu voir, où effectivement il y a toujours des témoignages d'enfants extrêmement heureux de ce parcours, est-ce qu'on a maintenant un peu de recul et un peu de connaissance de la réalité, ce qui ne se dit pas forcément, qui se montre peut-être pas autant, voilà, et des conséquences éventuelles sur les enfants qui sont nés de GPA. Alors, il y a eu des enquêtes qui ont été menées en Grande-Bretagne par une équipe de psychologues de l'université de Cambridge. Il y a une enquête donc longitudinale sur le bien-être des enfants nés de mères porteuses. Ce qui est très intéressant, c'est de voir toujours, mais comme en France et comme partout, comment les chercheurs ou les journalistes ont accès à ces enfants, ont accès à ces familles. Et les réseaux et les canaux à travers lesquels ce recrutement se fait sont toujours très parlants en eux-mêmes. Alors, en Grande-Bretagne, ça porte sur des familles qui sont identifiables, qui l'ont été parce que la pratique a eu lieu en Grande-Bretagne. Mais les Grands-Bretons ne font pas des GPA uniquement en Grande-Bretagne. Ils et elles vont aussi ailleurs, dans des pays où ils et elles peuvent faire, par exemple, de la sélection du sexe du bébé. Ces enfants-là n'entrent pas en ligne de compte dans l'enquête. Mais l'enquête, elle est présentée en disant les enfants vont très bien. 10 ans après la naissance, 15 ans après la naissance, les enfants vont très bien. Et je pense que nous sommes tous très heureux et très heureuses de le savoir. Et je vais vous dire qu'il y a des enfants en France aujourd'hui qui sont nés parce que leurs mères n'ont pas avorté et qui sont très bien aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il faut interdire l'avortement? Donc, la question des enfants, à chaque fois qu'on la pose, il faut savoir que c'est une instrumentalisation. Et ce à quoi nous assistons dans les médias en France, c'est une instrumentalisation honteuse des enfants à qui on fait dire ce qu'on veut entendre. Parce que c'est le modèle du marché américain, parce que ce sont les Américains qui ont créé ça, les premiers, qui ont amené leurs enfants, ils ont fait monter sur scène et qui ont dit, vous allez dire à quel point vous êtes heureux de vivre avec papa-maman qui vous aime tellement. Et les enfants, ils ont dit à quel point ils sont heureux de vivre avec papa-maman qui les aime tellement. Est-ce qu'on peut faire ça aux enfants? Est-ce qu'on peut faire ça à d'autres enfants? Est-ce qu'on peut faire ça à d'autres enfants? Non, mais aux enfants qui sont nés par ça ne pose de problème à personne. Venez dire à quel point vous êtes heureux d'être né d'une GPA. Mais, enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi qu'on pense avec du bon sens. Est-ce qu'on va demander à des enfants qui sont nés parce que leurs mères n'ont pas avorté, est-ce qu'on va leur dire, dites à quel point vous êtes heureux dans votre vie, avec vos parents qui vont quand même, elles vous ont mis au monde, bravo, dans ce cas, pourquoi vont permettre l'avortement comme droit des femmes? D'autant qu'on nous dit aujourd'hui, avec la GPA, qu'on peut très facilement se dissocier. Je porte une grossesse, il n'y a aucun problème. Entre mon corps et moi, ce n'est pas du tout la même personne. Donc, à la limite, je peux, ce qui s'est passé déjà aux États-Unis,
porter une grossesse ou ne pas la porter. Si mon enfant, c'est pas mon enfant. On sait qu'aux États-Unis, il y a des femmes qui ont été payées pour avorter parce qu'elles avaient été dépendantes de drogue, par exemple, et on les a payées pour qu'elles avortent. Donc là, on revient quand même, et le fait de se poser la question, et les enfants, c'est très important, parce que l'enfant garde dans sa vie, dans son corps, toute sa vie durant, des traces de la femme qui l'a mis au monde, de la femme qui l'a porté et qui l'a mis au monde, que la femme garde dans son corps sa vie durant des traces des enfants qu'elle a mis au monde, que ce lien-là est un lien indéfectible, invendable, voilà, indélébile. Ça reste, qu'on le veuille ou non, que ce soit pour le bien de quiconque ou non, il est là, on ne peut pas le nier. On souhaite à tous les enfants qu'ils aillent bien. Ce n'est pas toujours des enfants. Les enfants, ça grandit. C'est nos égaux. Les enfants, c'est les humains d'aujourd'hui et de demain. On est enfant pendant un certain temps et après, on est les adultes de demain. C'est ça, en fait, la question qu'il faut qu'on se pose. Les enfants sont aimés, ils sont heureux, mais bien sûr qu'ils soient heureux, qu'ils produisent du bonheur et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on veut faire comme humanité demain? Est-ce qu'on veut faire des humains par contrat, sélectionnés, parce que les embryons sont des spermes sélectionnés, ovocytes sélectionnés, embryons sélectionnés, sélection pendant la grossesse, et ce sera ça l'humanité de demain. Vive le marché. C'est pour ça qu'on combat la GPA. Non pas parce que les enfants ne sont pas heureux, non pas parce que les gens qui ont des enfants de la sorte ne sont pas heureux ou qui ne le méritent ou autre chose. On le combat parce que c'est un marché qui va nous atteindre tous et toutes dans notre humanité, dans ce qu'on a en commun, par-delà toutes nos différences et vive les différences. Mais nous partageons une humanité. Et le marché touche à cette humanité-là et il nous transforme. Si on accepte de se transformer en objet, on se transforme tous en objet. Donc, je n'ai pas répondu sur les enfants, mais je pense que les enfants, ça nous amène tout de suite sur autre chose. C'est tellement important que je vais ajouter un petit mot, c'est que quand on fait de l'étude, on ne va pas interroger sur les enfants, on ne va pas interroger tous les enfants qui ont été abandonnés de l'État. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, en Ukraine, 50% des enfants qui entrent en orphelinat sont des enfants abandonnés de la GPA. Donc à eux, on ne pose pas la question. Et aussi, une autre chose, c'est qu'on peut légitimement s'inquiéter pour ces enfants, parce qu'ils sont sous une telle pression. Ils ont été fabriqués, ils ont été commandés avec des qualités pour lesquelles on a payé. Alors, des yeux bleus, des cheveux blonds pour les filles, une super intelligence, puisque les ovocytes viennent d'une étudiante qui a fait Harvard, qui a je ne sais combien de masters, et ces ovocytes, on les a payés très cher parce que ce sont des ovocytes de première qualité. Et donc, on va avoir des attentes par rapport à ces enfants, des attentes incroyables, et s'ils ne conviennent pas, qu'est-ce qui va arriver à ces enfants? D'ailleurs, le cas s'est déjà produit, puisque de façon analogue, c'est qu'un couple américain qui avait commandé 2 garçons, des jumeaux, en plus on pourrait se poser la question, demander des jumeaux à une femme, une grossesse gémellaire c'est beaucoup plus dangereux déjà, question. Mais ensuite, accident de parcours, eh bien c'est non pas 2 jumeaux garçons, mais un garçon et une fille. Alors qu'est-ce que fait le couple? Eh bien il se plaint, parce que le produit n'est pas conforme. Et alors, il va peut-être se tourner contre la clinique pour demander à ce qu'on le rembourse ou on l'indemnise parce que le produit n'est pas conforme. Et il se plaint encore parce qu'il voulait absolument 2 garçons, donc il va devoir avoir recours à une autre mère porteuse pour faire le 2e garçon. Et ça va lui coûter de l'argent. Et alors, qui est-ce qui va lui rembourser ses faux frais? Et que va devenir la petite fille qui n'était pas voulue? On va devoir arrêter très vite, mais si vous voulez quand même poser la question, vous venez toute dernière, mais si la réponse est courte. Oui, c'est pour savoir si par rapport aux mères porteuses, il y a un système de repérage, un petit peu comme pour les femmes prostituées, pour les faire tomber dans le marché de reproduction. Est-ce qu'elles sont un peu sélectionnées? Est-ce qu'elles sont un peu traquées est-ce que la précarisation, est-ce que le système rôde autour des femmes précaires et comment? Je crois que la réponse est oui, malheureusement. Mais en 2 mots, Anna. En
la pratique a commencé aux États-Unis, fin des années 1970. Un avocat qui depuis a beaucoup porté la pratique a dit qu'il se proposait de faire des émissions à l'intention des jeunes filles lycéennes pour les inciter à devenir mères porteuses et pour leur montrer à quel point c'est bien de faire le don de la vie. Première pratique, on vise déjà à produire les futures mères porteuses pour le marché. Donc oui, il y a des modalités pour repérer et les femmes qui peuvent devenir mères porteuses. Et d'ailleurs, je vous recommande le livre excellent de Sophie Oxanen de Partachien, dans lequel elle montre très bien le lien avec les enfants qui sont en protection d'enfance et comment les filles sont utilisées ensuite comme vendeuses d'ovocytes et certaines comme mères porteuses. Et Scoop, les inégalités entre les femmes et les hommes qui sont présentes partout dans le monde sont le terreau fertile de toutes les femmes qui sont susceptibles de devenir mères porteuses et de consentir à faire, d'être heureuses, de faire le don de la vie, de se sentir valorisées enfin dans leur vie parce qu'elles ont la chance de mettre au monde un enfant pour un couple qui sera, ou pour une personne qui sera très heureuse de l'avoir. Donc oui, il y a des modalités. C'est les inégalités entre les femmes et les hommes. Il va falloir qu'on arrête. J'ajoute juste une information qui est trop importante là-dessus, c'est qu'en Ukraine, les rabatteurs-rabatteuses vont chercher les mères porteuses parmi les réfugiés du Donbass. Parmi les réfugiés sont pas une proie pour les rabatteurs et rabatteuses. Ouais, c'est les mêmes circuits de traite que pour la prostitution, etc. C'est vraiment extraordinairement passionnant et on aurait effectivement pu continuer encore 2 heures. On voudrait juste pour conclure dire qu'il y a quand même des moyens de lutter puisque vous êtes là, la coalition est là pour lutter. Le premier moyen, c'est de s'informer, donc je vous recommande donc d'acheter le livre et aussi de suivre les activités, si vous avez des associations, de suivre les activités de la SIAMS qui mène énormément d'actions, de plaidoyer politique, une convention internationale pour l'abolition de la maternité de substitution. Et donc voilà, si chacune, on peut être le relais de toutes ces actions, je pense que c'est bien. Je veux dire un grand merci à toutes qui étaient là, soit en Zoom, soit sur place. Un grand merci à la Cité Audacieuse et en particulier à Clara, et pour nous avoir accueillis encore ce soir. Bon, c'est sûr, on va reprogrammer lundi de Proust sur les sociétés, si vous êtes d'accord. Un immense merci à vous pour ces propos passionnants.